C'est à vous à décider, moi je sais The talks we are about to hear today provide a critique of exterritoriality, its history, its materiality, its objects, the technologies. In a sense, each of the talks we will hear tonight unpacks the concept of exterritoriality from a different angle and perhaps provide different angles to the demystification of the term, as mentioned earlier. To this unpacking, I would like to add my own contribution, even if in a slightly superficial way. As a web researcher, my research currently focuses on the geopolitics of web spaces, and I joined the Exterritory project during my initial exploration of the web as space, rather than the web as its common perception as a medium or a tool for mass communications. And when I started to think about the web as a bordered territorial space, what I would like to briefly show here is the gradual mystification of the perception of the web as utopia, as the ultimate extraterritory, that challenges territorial boundaries and nation-state sovereignties to its current highly bordered and territorial organization. My suggestion is that territory is actually a very specific notion in Western political thought. It's not a very central or even a general concept of geography. I don't want to see all problems through a territorial lens, and while territory is certainly of fundamental importance in the modern period, territory historically, it seems to me, is not the key concept of political theory and the relation of power to place. Rather, the question of territory emerges out of a very specific set of practices, ideas, concepts, language in politics, and that's the story that we need to trace if we're to try to understand the modern notion of territory in a political register. If you believe that story, the story that I try to sketch in this book, and territory as a concept and a practice has a history, it means that there are political spatial arrangements that are not territory. So we can think of examples of the configurations of the relation between power and place that are non-territorial, that are outside territory historically. One thing that I particularly try to stress in the book is that territory, the term territory, was initially the outside. Territorium, the classical Latin term, which is an extremely rare word in classical Latin, territorium was originally the area outside, the area surrounding a place, perhaps a town or perhaps a colony. The suffix of that word, orium, is a notion that means the area around or the area surrounding. It's the same suffix that we find in words like crematorium, sanatorium, auditorium. The territory is the area around a settlement, the surrounding agricultural lands around a town or a colony. And that's the way that the term is used in Cicero, in Seneca, in Varro, in a few of these rare instances in classical Latin. En partant d'une jeunesse du mot qu'on ne trouve pas souvent, une fois de plus, dans son usage non juridique et dans cette acception particulière en français qu'il faudrait analyser en soi d'exterritorialité et non pas d'extraterritorialité. L'extraterritorialité, c'est ce concept juridique qui décrit les ambassades. L'exterritorialité est un synonyme, mais a une acception plus large, et on en trouve donc une première occurrence dans les écrits d'un philosophe touche-à-tout juif allemand qui s'appelle Siegfried Kracauer, qui a écrit beaucoup sur le cinéma et qui, avant de mourir, a fait un livre sur l'histoire qui s'appelle History
The Last Things Before the Last, qui est un livre de philosophie de la pratique historienne et dans lequel on trouve ce mot exterritorialité. Krakauer a quitté l'Allemagne en 1933 pour aller aux États-Unis et il était donc exilé. Et il va faire une analogie que je ne commenterai pas, mais que je vous livre simplement, une analogie entre la position de l'exilé, la position de l'exterritorialité et la position de l'historien. Krakauer dit la chose suivante, je le cite ici, « L'exilé vit dans le vide presque total de l'exterritorialité. » Alors, je ne vais pas m'arrêter là, je pourrais commenter en notant simplement que oui, la notion d'exterritorialité est d'emblée associée à l'idée d'un vide. Il continue, et là je paraphrase, l'exilé est un paria qui a traversé une expérience traumatique lorsqu'il a été expulsé de son milieu d'origine. Là où il s'est installé, il sera toujours un outsider et il ne pourra jamais s'identifier totalement à la culture de son pays d'accueil. C'est un migrant forcé qui ne peut trouver une nouvelle communauté ou un nouveau territoire peut-être d'appartenance, territoire cette fois-ci au sens métaphorique. Pour cette raison, il est condamné à une forme d'errance et il est partout un étranger. But what's curious about this is the statement from Lehman's own chief financial controller that these transactions, which they'd used for years, had no substance. There was nothing there. It was simply playing around with money, or playing around with the idea of money, the representation of money, which to me says some quite interesting things about its possible spatiality, its links to territoriality, if this stuff has no substance whatsoever. Now, the tale of Lehman's is well known. It collapsed. It became the biggest bankruptcy in US corporate history. The bank was swallowed up within a fortnight by other banks and has now vanished into memory. The more problematic case came 17 months later, and this is the so-called flash crash. And this is the one not that many people seem to know about in my experience. Now, the flash crash happened at a very specific moment in time. It happened at 2:45 p.m. On May the 6th, 2010, which is partly why it's also known as the 245 crash, or the flash of 245. And in the crash of 245, this happened. Now, what these three lines are the three big American stock tracking agencies. The red line is the Dow Jones Industrial Average, the green line is NASDAQ, the blue line is Standard & Poor's, and this is them all vanishing. And they vanished within minutes. They went from quite high to almost zero. They dropped nearly 1,000 points in about, I think, 4 or 5 minutes. And here you can see, here, this is 245. This is when the market had dropped to nothing. This is 230. So this is a very, very short space of time in which the world stock markets basically disappear. They go away. There's quite a few very upset Americans around about this point. Now, the curious thing about the flash crash is, and one of the reasons we don't know that much about it as the general public, is because it came back. Someone pulled the socket out of one of the machines that was causing this crash, or driving the crash, and the markets bubbled back up. And within a few minutes, as you can see, the markets come back up, everyone goes, whew, it's all over, thank goodness. Normality is restored. But the problem, of course, is what the hell normality was in the first place that allowed this to happen. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel le migrant naît, les migrantes, parce qu'ils sont nombreux, ils se déplacent ou parfois ils s'installent, est aujourd'hui transformé par les technologies de l'information et de communication. Et c'est ici mon point d'entrée dans la communication d'aujourd'hui, et d'ailleurs dans une série de recherches que je mène depuis une dizaine d'années,
de m'interroger qu'est-ce que se passe avec le migrant dans cette nouvelle écologie dans laquelle les technologies de l'information et de communication créent le cadre d'une présence permanente. Alors, qu'est-ce que c'est cette présence permanente? On l'appelle aussi connected presence. C'est une forme de joignabilité permanente que les nouvelles technologies offrent aujourd'hui. Si on est déjà avec un téléphone mobile, et beaucoup de migrants n'ont pas de papier, mais ils ont des téléphones mobiles, on est joignable, on est dans cette présence connectée. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit d'abord plusieurs fenêtres. On voit la fenêtre du bâtiment qui donne vers une des rues de Paris. Vous avez ici dans l'image l'intérieur d'une chambre de bonne habitée par un couple de migrants philippins. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit un ordinateur et sur l'écran de l'ordinateur, toujours, l'image, la photographie de la façade de leur maison de Manila. On voit aussi la fenêtre Yahoo Messenger. Alors, ils me racontent qu'ils viennent à la maison, qu'ils entrent chez eux dans le 16e arrondissement de Paris, cliquent Yahoo Messenger et ils entrent à Manila, dans leur maison de Manila. Voilà, la dame me montre aussi la chambre dans laquelle elle entre. Alors, entrer chez soi à Manila ou entrer chez soi à Paris, de quel territoire parlons aujourd'hui? Quelle maison? C'est cette maison-là, quand on est à la fois à Paris et à la fois à Manila, et on peut vivre comme ça, ensemble, à distance. Habituellement, la maison est le bien du sédentaire, qu'en découvrant ce lieu, l'homme se découvre en sédentaire. Alors, on est dans le cas de l'enraciné, là, un homme fixé au sol, comme une plante, par sa racine, sur le sol, d'où lui vient son existence. Dans le cas à Monteilly, être ensemble ailleurs, parce que c'est ça qui se passe ici, ne peut être entendu ici comme une injonction utopique. Habiter signifie ici avant tout participer à un espace de communicabilité au-delà des frontières géographiques. Donc, on habite un espace de communication.